Salut, bonsoir la famille. Aujourd'hui, je vous reviens après une courte période d'absence. Aujourd'hui, on va parler de l'incident qui a secoué la toile la semaine passée, je pense. Il s'agit du match de football qui a opposé le PSG et le club Istanbul Basaksehir. Excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom. On va peser sur le fait que l'ancien footballeur camerounais et aujourd'hui entraîneur de foot, Achille Webo, a été victime d'un acte de racisme. Alors, je vais essayer de faire une analyse sociologique de tout ce qui s'est passé afin de mieux comprendre, on en a beaucoup parlé et j'ai aussi pensé à donner mon point de vue là-dessus, mais aller au-delà du match et de faire une analyse beaucoup plus sociologique. Avant de commencer, d'abord le jingle. Mais c'est un autre moment d'histoire que le PSG va vivre. Raison. Why is that negro? Why is that negro? Hey, is that negro? Why is that negro? Why is that negro? He said negro. He can't say negro. He can't say negro. Pourquoi il dit negro le quatrième vite? Why is that negro? C'est negro, hey. Allez, pas de respect. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler du match de football qui s'est passé la semaine passée. On va pas refaire la scène du match. Je pense que tout le monde qui suit cette vidéo a déjà eu à parler de cette histoire, a déjà eu à voir la scène, tout le monde a déjà eu à voir ce qui s'est passé. Donc, tout simplement, le quatrième arbitre qui a interpellé Achille Webo comme négro a expliqué qu'il a employé ce terme pas dans un accent péjoratif, mais tout simplement parce que dans son pays, le mot négro veut dire noir. Donc, il a expliqué ça comme quoi il a interpellé en disant que voilà, c'est le noir là, peut-être qu'il faisait du bruit, je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Mais quoi qu'il en soit, il a dit que il a employé ce mot parce que le mot là, dans sa langue, ça veut tout simplement dire noir. Je vous avoue que sur le coup, moi aussi j'ai un peu douté, je suis allé un peu demander à Google. Et au point où je me suis même rendu compte qu'en espagnol, on appelle aussi noir negro, tout simplement. Et voilà. Déjà, il faut savoir que le mot négro, ça a une connotation très péjorative. Ça renvoie à un passé douloureux, le passé de la communauté noire, l'esclavage par exemple. Alors quand on parle négro, ça donne tout de suite la chair de poule et ça met seulement les gens tout de suite en état de défense. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qui a eu lieu la dernière fois. Mais si on se fie à l'explication de cet arbitre qui tout simplement disait que voilà, il a employé ce mot parce que le mot là voulait tout simplement dire noir. Déjà, je rappelle que généralement dans les matchs de Champions League, les 4 arbitres sont généralement issus d'un même pays. C'est-à-dire, cette fois-là, ça veut dire que l'arbitre central et les arbitres touchent aussi des Roumains parce que ça facilite la communication entre les 4. Ça veut dire que quand les arbitres sont allemands, ils sont tous les 4 allemands. Quand ils sont français, ils sont tous les 4 français. Donc ça veut dire qu'ils s'expriment entre eux à travers leur langue. Et ça veut dire que quand celui-là s'exprime, il s'exprime aux autres arbitres en roumain. Maintenant, le véritable problème, c'est de savoir c'est quoi négro? Je viens d'expliquer ce que veut dire négro, ça renvoie à la race noire. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas de race aujourd'hui, on nous a déjà tellement dit que les races n'existent pas, notamment sur le plan biologique et scientifique, il n'y a pas de race parce que nous sommes tous mêmes, juste la couleur de peau qui nous sépare. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la société dans laquelle nous vivons n'est pas régie par les notions biologiques et scientifiques, bien au contraire. Les rapports sociaux entre les êtres humains sont régis notamment par des rapports politiques, économiques, religieux. Généralement, les êtres humains se constituent à travers des critères de ressemblance physique. Ou alors, vous allez voir peut-être sur le plan géographique, quand on parle de l'Afrique, vous allez voir que la plupart des personnes qui vivent en Afrique se ressemblent sur leur apparence physique. Notamment, la plupart ont la couleur de peau noire. Vous allez voir que quand vous revenez ici en Occident, par exemple en Europe, vous avez que la plupart des personnes qui vivent en Europe ont une apparence de personnes blanches. Si vous allez par exemple dans le Moyen-Orient ou bien dans le Maghreb, vous allez voir que les personnes qui vivent là-bas ont des ressemblances physiques et c'est comme ça qu'on les appelle, on va les appeler les Arabes. Si vous allez par en Asie, vous allez voir que les personnes qui sont là-bas ont une apparence aussi similaire et c'est comme ça qu'on va les appeler les personnes jaunes. Donc vous voyez que la notion de race, même si on refuse de l'admettre, il y a quand même les critères physiques qui déterminent souvent les groupements humains. Donc les êtres humains se regroupent généralement, comme je disais, à travers des critères de base physique qui font trait à leur ressemblance. À travers ces critères physiques dont je énumérais tout à l'heure, aujourd'hui, si on parle aujourd'hui des races, c'est devenu aujourd'hui comme une identité. Ça veut dire que, comme je disais tantôt, dès que quelqu'un comme moi se présente, par exemple, quelque part, du fait que j'ai la peau noire, on va tout de suite m'orienter vers l'Afrique. Si une femme blonde ou bien un homme blond avec des cheveux bleus, des cheveux blancs se présente quelque part, tout de suite on va l'orienter vers l'Europe.
Si vous venez écrire quelque part et que vous avez l'apparence, par exemple, d'un arabe, on va tout de suite vous orienter vers le Moyen-Orient ou bien le Maghreb. Et si vous n'avez qu'une apparence un peu de personne asiatique, on va vous orienter tout de suite vers la Chine. Généralement, c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Et à travers ce fonctionnement des êtres humains, on a fini par catégoriser les personnes. Donc, on a créé des catégories. C'est-à-dire, on va parler de noir, on va parler de blanc, on va parler de jaune. Aujourd'hui, on parle déjà de homosexuels, de trans, etc. Et les catégorisations ont entraîné aux caractéristiques. C'est-à-dire, on a parlé de catégories. Maintenant, quand on caractérise ces catégories-là, vous allez remarquer que normalement, quand on parle par exemple des Arabes, vous allez voir que les Arabes, ils sont caractérisés souvent comme des personnes promptes à la violence ou alors des terroristes aussi. Quand on parle par exemple des personnes de l'Asie, comme les Chinois par exemple, on les caractérise par le savoir technologique. Ils sont très travailleurs, ils font dans la technologie. Quand on caractérise par exemple les personnes blanches occidentales, par exemple comme un Allemand, Français, etc., ils sont caractérisés comme celui-là qui a apporté la civilisation, celui-là qui est puissant, celui-là qui est intelligent. La civilisation vient de l'Occident. Maintenant, quand on arrive sur la caractérisation de l'homme noir africain, c'est pas très facile, hein. C'est-à-dire la caractérisation de l'homme noir, pour globaliser une fois, c'est l'animalisation de l'être humain. C'est-à-dire on ne reconnaît pas encore le côté humain de l'homme noir. Il y a un champ lexical tellement péjoratif quand on parle des noirs. La guerre, la pauvreté, la misère, la souffrance et tout ce que vous connaissez déjà, je ne vous apprends rien. Et c'est de là que vient un peu, voilà. Et il y a un champ lexical tellement négatif quand on parle de l'homme noir. Tout ceci provient des travaux de Charles Darwin. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Darwin. Charles Darwin, c'est lui qui a mis sur pied la théorie de l'évolution. Il a fait une hiérarchisation entre ces groupements et ces catégorisations de personnes que j'ai parlé au préalable, où il met l'homme blanc au sommet de l'échelle, il met l'homme noir tout en bas et il rapproche l'homme noir au singe. C'est de lui que vient la théorie selon laquelle l'être humain vient du singe. Mais d'après lui, l'être humain, le noir viendrait du singe. Enfin, d'après ces travaux, vous pouvez aller chercher qui est Charles Darwin. Vous allez voir que c'est même lui qui est à l'origine même de tous les préjugés qui existent. La race, on va dire encore la race, encore sur le peuple noir. Vous savez, je pense que c'est ici que ça commence à devenir intéressant. La plupart des personnes noires connaissent Rosa Parks. Rosa Parks, c'est la femme qui s'était assise dans un bus aux États-Unis pendant que les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans des bus, pendant que les personnes blanches étaient debout. Ce que je veux dire ici, c'est que quand Rosa Parks décide de s'asseoir sur le bus, il y a beaucoup de personnes noires qui sont dans ce bus. Ils n'ont pas seulement peur des représailles qu'ils vont subir s'ils s'asseyent, mais c'est parce qu'ils finissent par croire qu'ils n'ont pas le droit de s'asseoir quand des personnes blanches sont debout. C'est aussi ça le problème du racisme, c'est de savoir qu'on finit par assimiler et accepter la marginalisation et savoir que c'est quelque chose de normal. Et qu'est-ce que je veux par là dire? Les travaux de Charles Darwin qui ont permis qui a mis l'homme blanc au-dessus de l'échelle et l'homme noir en dessous de l'échelle, ont permis à ce que les personnes blanches ont cru aux travaux de Darwin et se pensent comme ceux-là qui ont porté la civilisation, ce peuple noble, ce peuple plus intelligent. Mais le pire, c'est que les Noirs aujourd'hui sont finis par accepter cette description, cette caractérisation de l'homme noir. Ce qui fait que ceci peut expliquer le fait que quand on appelle un homme noir, tout de suite il se sent mal. Pourquoi est-ce qu'un homme noir se sent mal quand on l'appelle noir? Parce que tout de suite dans son inconscient, le champ lexical que j'ai caractérisé l'homme noir réapparaît. Il se revoit tout de suite comme cette personne animalisée, cette personne qui représenterait la souffrance, la pauvreté et la guerre. Parce que imaginez-vous les faits, quand un blanc en Afrique, qu'on appelle un blanc, le blanc, j'ai jamais vécu qu'un blanc s'énerve. Et moi-même, quand j'étais en Afrique et que je me voyais comme un noir, ça ne me posait pas de problème. Mais c'est quand on arrive en Europe et quand on commence à se faire appeler noir, négro, schwarz en allemand, ainsi de suite, ou bien black. Black encore ça passe parce que bon, les noirs américains sont ceux-là qui sont caractérisés par la révolution des droits des noirs. Les noirs américains ont apporté ont des grands noms là-bas. Il y a aussi la musique américaine qui parle de black, donc ça fait un peu stylé. En France, par exemple, quand on parle de noir, on va dire Renoir. On essaie de rendre ça un peu stylé parce que si on parle un peu russe de noir, ça pèse un peu. Mais dans les autres langues, non, dès qu'on interpelle un noir par sa couleur de peau, ça pose problème. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est parce que peut-être on a fini par assimiler ces caractéristiques que j'ai citées au préalable, cette caractérisation, parce qu'on a fini par assimiler cette caractérisation de l'homme noir à travers le champ lexical aussi péjoratif, guerre,
pauvreté, voilà, tout ce qui est animalisation de l'être humain. Et nous-mêmes les Noirs, on a fini par accepter ça, que nous sommes comme ça. Alors il est question ici de déconstruire ce mythe-là autour de l'homme noir. La construction de ce mythe-là commence déjà, comment est-ce que nous-mêmes les Noirs on se perçoit? Est-ce qu'on se perçoit comme des animaux? Est-ce qu'on se perçoit comme des singes? Ou alors est-ce qu'on se perçoit tout simplement comme des êtres humains? C'est d'abord ici que ça commence. Il faut qu'on arrête de toujours se victimiser ou qu'on arrive de toujours être en train de se regarder avec les yeux des autres personnes. C'est les autres personnes qui nous regardent comme, qui nous animalisent. Mais nous ne sommes pas obligés de nous animaliser nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. D'aucuns diront qu'on n'a pas la peau noire, on a la peau ébène. Mais peu importe. Le plus important, c'est comment est-ce que moi, un noir, je me perçois moi-même dans la classe. C'est d'abord ça qui compte. Si je me vois comme un animal, et bien là, ce serait dommage. Mais si je me vois comme un être humain, et bien si on m'appelle dans la rue, « Hey, toi le noir », il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si on m'appelle « Hey, toi le sale noir », en ce moment-là, il y a un problème. Mais bon, si on dit de moi que je suis un noir, il n'y a pas de problème. Si on dit de moi que je suis un renoir, là, il y a un problème. Je ne suis pas renoir, je suis un noir. Point barre. Parce que moi, je parle du fait qu'on appelle un noir un noir. Il y a eu beaucoup de théories après que le match soit fini. Au début, moi aussi, j'étais d'abord un peu choqué, mais avec le temps, bon, voilà, c'est que j'ai essayé de comprendre avec le temps. Je pense que peut-être vous aussi, après 1-2 semaines, vous avez changé votre perception des choses. Peut-être partagez aussi avec moi ici. Dites-moi comment vous avez perçu ça aujourd'hui, après 2 semaines. Parce que sur le coup, nous tous on était choqués, mais après, avec le temps, peut-être certaines personnes ont aussi eu du recul. Moi, j'ai eu du recul et c'est comme ça que je perçois la chose maintenant. Alors, voilà, c'était bon pour aujourd'hui. C'était Yann Moxol, votre youtubeur. Ciao.